Bonsoir Régis. Bonsoir. Beaucoup de gens posent cette question. Quelle est la différence entre la PNL et l'hypnose ericksonienne? Alors, c'est très intéressant, c'est vraiment une question qui est souvent posée, effectivement, chez les étudiants d'une discipline ou d'une autre, d'ailleurs, sauf s'ils connaissent un peu les deux et peut-être s'ils arrivent à faire le pont. Ayant moi-même enseigné pendant des années, la PNL, et conjointement ayant enseigné l'hypnose ericksonienne, bien sûr, j'ai fait ce pont-là. Et bon, il est important de savoir, c'est que Grinder et Bandler, qui ont créé la PNL, se sont beaucoup inspirés, et bien sûr, des travaux de Milton Erickson. Ce qui est commun, le tronc commun de ces deux approches, c'est le langage. Dans la PNL, on a ce qu'on appelle le métamodèle. C'est une manière de poser des questions et de réduire, je dirais, la complexité mentale des représentations mentales d'un sujet qui fait des omissions, des distorsions, des généralisations. Et on utilise dans la PNL toute une série de questions qui réduisent les généralisations, qui réduisent les distorsions, qui réduisent les omissions de façon à revenir à une expérience subjective qui est l'expérience que le sujet a eue réellement et non pas ce qu'il généralise à partir de son expérience. Donc on va dire que la PNL, dans son questionnement, est un réducteur de la complexité. C'est-à-dire, plus je fais des généralisations, plus j'ai de l'imaginaire dans ma tête. Plus je fais des distorsions, moins je suis dans le réel de ce que j'ai vécu, puisqu'il y a des distorsions. Plus je fais des omissions, moins je suis dans la réalité de ce qui a été, puisque je fais des omissions. Donc, questionner avec la PNL permet de revenir à l'expérience première, initiale, pure, on va dire, du sujet, de ce qui s'est passé réellement, et non pas de ce qu'il a construit à partir de son expérience. Ça, c'est la PNL. C'est un réducteur de complexité, on va dire, pour que mentalement, le sujet puisse avoir à nouveau de la matière sur laquelle il va pouvoir se baser pour pouvoir agir. Ça, ce qui est intéressant, c'est qu'on va réduire tout ce qui est le trop-plein de pensées, d'idées, etc. à partir d'une expérience. L'hypnose ericksonienne, il y a ce qu'on appelle le Milton Model. Le Milton Model est exactement basé sur les mêmes structures que le métamodèle. Omission, distorsion, généralisation. C'est-à-dire qu'au lieu de réduire les omissions, les généralisations et les distorsions, on va induire des omissions, des généralisations et des distorsions. On va dire, mais à quoi ça sert? Ça sert simplement à générer des possibles à l'intérieur du sujet. Mais vu qu'on ne va pas avoir de contenu, puisque l'hypnose ericksonienne est inductive avec le moins de contenu possible, on va générer chez le sujet une profusion de possibilités à l'intérieur. Mais vu qu'il n'y a pas de contenu, c'est l'inconscient qui va générer une profusion de possibles. Donc ça va créer de la complexité inconsciente et ça va créer un accès à des ressources. Donc effectivement, on se rend compte que ces deux approches sont totalement complémentaires. L'une, la première, c'est pour permettre au sujet de retrouver une expérience exacte, et non pas tout ce qu'il a construit à partir d'une expérience. Et l'autre, c'est quand un sujet est limité dans ses possibles, on va réintroduire de la complexité et réintroduire de l'imagination inconsciente dans sa réalité pour qu'il y ait à nouveau des possibles. Donc en fait, il est intéressant d'utiliser et la PNL et l'hypnose dans une même séance. Je pense qu'on ne peut pas faire le contraire que de faire les deux, que d'utiliser les deux. Dès qu'on va poser des questions, si la personne dit « Ah, ça a toujours été comme ça dans ma vie », on va lui dire « Vraiment toujours ?» Au lieu qu'elle fasse une généralisation, parce que si elle fait une généralisation, par exemple, quelqu'un dit « J'ai toujours eu des échecs » ou « C'est jamais réussi ». Mettons, la personne vous dit « J'ai jamais réussi ». Si elle dit « J'ai jamais réussi », elle omet dans sa représentation mentale et dans sa mémoire tous les moments où elle a réussi. Donc, elle n'accède plus à ses capacités de réussite, puisqu'elle pense qu'elle a toujours échoué ou qu'elle n'a jamais réussi, c'est la même chose, une autre manière de le dire. Et donc, si elle a ça dans sa tête, on va lui poser la question, vraiment toujours. Donc, on va questionner la généralisation, pour que la personne retrouve des contre-exemples. Ah oui, mais ça m'est arrivé une fois, etc., etc. Donc, on va l'aider à retrouver dans sa généralisation, si c'est la généralisation, une exception de sa généralisation pour qu'elle ait à nouveau une ressource. Une fois qu'elle a retrouvé cela, qu'elle dit « Ah ben oui, c'est vrai, il y a eu un moment de ma vie où j'ai réussi telle chose, effectivement, j'avais la conscience que je réussissais, etc. etc. » Une fois qu'elle a retrouvé cette réussite-là, et qu'elle l'a perceptuellement, qu'elle prend contact avec cette perception de la mémoire de cette réussite, parce qu'enfin elle l'a retrouvée, parce que tant qu'elle pensait qu'elle n'avait jamais réussi, elle n'avait pas de perception de ce que c'était que la réussite.
dès qu'on lui a fait remettre le doigt dessus, c'est quoi la réussite? Dans votre corps, dans votre sensation. Qu'est-ce que vous voyez dans votre tête? Elle va retrouver un contact physique, kinesthésique, visuel, auditif, avec la sensation de la réussite. Donc elle va à nouveau la sentir. À ce moment-là, vous utilisez l'hypnose. Et pendant que vous sentez cette réussite que vous allez et que vous venez de retrouver, on va induire qu'elle peut le généraliser dans le futur. Vous ne savez pas encore comment dans le futur, à quel moment vous allez à nouveau retrouver et utiliser ce que vous avez retrouvé, que vous saviez, que vous aviez oublié, que vous saviez. Et on va induire de ce fait une construction mentale par l'induction dans le futur de l'usage de cette réussite. Donc on se rend compte que la PNL va permettre de retrouver effectivement le moment de réussite et l'hypnose va permettre de déplacer ça dans l'espace-temps du futur comme étant impossible qui va pouvoir se générer, dont on ne sait pas si c'est vrai. Mais à ce moment-là, dès qu'on va dire à la personne, et pendant que vous êtes en train de vous souvenir de ce que vous aviez oublié, que vous saviez, cette réussite, et que vous avez maintenant, et que vous sentez, que vous éprouvez, etc., on va lui dire, pendant que vous sentez cela, vous ne savez pas encore comment votre inconscient, dans le futur proche ou lointain, et là on induit, on fait des généralisations, des omissions, on ne sait pas quand. Vous allez peut-être, à un moment donné, quand ce sera le moment pertinent pour vous, là on est dans du non spécifique, on est complètement dans de l'hypnose et du langage hypnotique et inductif. Et on va dire, et à ce moment-là, il y aura un moment donné où vous saurez que vous avez utilisé ce que vous venez de vous souvenir sans savoir comment, vous allez vous savoir, que vous allez vous en souvenir au moment où ce sera pertinent de l'utiliser. Et là effectivement on est complètement dans de l'induction, de la généralisation, de l'omission, de la distorsion, de ce qui est dans le présent qu'elle a retrouvé, qu'elle va réutiliser dans le futur. Eh bien, merci Régis. Juste une petite dernière question. Comment est-il possible d'en savoir plus et de pouvoir se perfectionner dans justement ce domaine et de pouvoir mixer la PNL et l'hypnose ericksonienne? Alors, c'est effectivement ce que je fais de particulier. J'enseigne, pendant des années, j'ai enseigné la PNL. J'ai mis de côté cet enseignement pour me consacrer un peu plus à l'enseignement de l'hypnose, parce que je pensais qu'il y avait beaucoup à développer dans l'enseignement de l'hypnose, et surtout dans sa pédagogie. Et je fais une chose, c'est qu'en permanence, dans l'enseignement de l'hypnose, j'introduis aussi la notion de qu'est-ce que c'est que la PNL, et de faire le pont avec ces disciplines, de façon à ce que les praticiens qui vont utiliser l'hypnose n'aient pas que cela. Ils aient aussi toute la palette de ce qui est permettre au sujet de retrouver des ressources et permettre au sujet aussi, avec l'hypnose, de pouvoir reconstruire les possibles à partir de ces ressources qui ont été retrouvées avec la PNL. Est-ce que cela veut dire qu'il faut avoir une formation et en PNL et en hypnose pour suivre vos enseignements? Il n'est pas nécessaire d'avoir une formation et en PNL et en hypnose. Il est peut-être important d'en avoir, en tout cas dans une des deux disciplines. Et je pense surtout que, quelles que soient les disciplines, ou quels que soient où en soient les sujets où ils en sont, c'est que ce qui est intéressant, enfin ce que je trouve passionnant et ce qui me passionne, c'est de transmettre ce pont que je fais entre ces différentes approches. Je fais même un pont avec les approches de la thérapie brève, et j'explique comment la thérapie brève intervient de l'école de Palo Alto sur un champ de l'expérience, comment l'hypnose intervient sur un champ de l'expérience subjective, et comment la PNL intervient sur un autre champ de l'expérience. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on ait une vision, et que lorsqu'on est dans ces approches de l'accompagnement de l'humain, quel que soit le domaine, coaching, thérapie ou autre, ce qui est important, c'est qu'on ait une vision globale de ces approches-là, et de savoir surtout, et d'avoir la conscience, en tant que thérapeute, en tant qu'accompagnant, de qu'est-ce qu'on fait, à quel moment, et comment on le fait, et pourquoi on le fait. Et pour moi, ça participe de l'éthique de ces professions-là. Donc, si je comprends bien, rendez-vous dans les enseignements, l'expérience de la conscience. L'expérience de la conscience et les formations en hypnose que je continue à développer et à partager. Merci beaucoup, Régis. Merci beaucoup.